Il y a des témoignages qui n'attendent pas l'attention. Ils l'exigent. Celui-ci commence plus de 60 ans après les faits, quand la peur n'a plus rien à protéger et que le silence devient plus lourd que la mort. Au début des années 2000, Agnès Bellavoine décide de parler. Pas pour être retenue dans les mémoires, pas pour devenir un symbole, mais pour empêcher un système entier de disparaître avec elle. À 21 ans, elle avait appris ce que signifiait être jugée utile. Pas vivante, pas innocente, utile. Elle n'a pas compris ce jour-là quand son corps a cessé de lui appartenir. Ce n'était pas lors de l'arrestation, ni quand des chiffres ont été tatoués sur son bras comme une équation administrative. C'était dans une salle blanche, stérile, saturée d'odeurs chimiques, face à un médecin allemand qui l'examinait comme on évalue une pièce détachée. Aucun cri, aucune haine, juste une curiosité technique glaciale. Un stylo rouge, une marque nette sur une fiche cartonnée et un sourire discret, presque satisfait. Agnès ne savait pas encore que cette marque la séparait de la file principale, qu'elle la sauverait d'une mort immédiate pour l'enfer d'une survie conditionnelle. Avril 1943, France occupée. On trie, on mesure, on pèse, on teste la capacité à se taire, à rester immobile, à obéir sans trembler. Celles qui échouent partent vers l'Est, celles qui réussissent disparaissent autrement. Agnès réussit, et c'est là que commence la véritable horreur. Car dans ce monde parfaitement organisé, la réussite n'est pas une chance, c'est une condamnation différée. Elle entre dans un bâtiment annexe, plus propre, plus silencieux, où le bourdonnement mécanique remplace les cris. Là, on ne détruit pas les corps, on les transforme. Des femmes deviennent des composants, des mains deviennent des outils, des yeux deviennent des instruments. Et Agnès comprend trop tard que survivre ne signifie pas être épargnée, mais être recyclée au service d'une machine qui ne fonctionne ni à la haine, ni à la colère, mais à l'efficacité absolue. Cette histoire n'est pas celle d'un héroïsme éclatant, c'est celle d'une femme qui a survécu parce qu'elle était jugée fonctionnelle et qui a porté cette utilité comme une blessure ouverte pendant 63 ans. Avant que la guerre ne la réclame, Agnès était une jeune couturière de Rouen. Elle vivait près de la cathédrale, dans un quartier où la pluie semblait ne jamais finir, et ses rêves étaient d'une banalité presque insolente. Coudre une robe en soie bleue, respirer l'odeur du pain chaud, marcher le dimanche le long de la Seine, sentir le regard d'un garçon nommé Pierre. Elle n'était ni espionne ni héroïne. Elle croyait qu'en restant petite, elle deviendrait invisible. Elle se trompait. Tout a basculé un mardi à 4 heures du matin. 3 coups secs contre la porte et le bois vibra jusque dans ses dents. Uniforme impeccable, bottes cirées, politesse glaciale. La brutalité avait l'air d'une procédure. On fouilla la maison, on renversa une chaise, on fit claquer une crosse contre le mur pour accélérer, on lui tordit le poignet pour la pousser dehors. On lui laissa une valise, 2 chemises et une photo de son père, comme si un souvenir pouvait remplacer sa personne. Le camion bâché sentait le tissu mouillé et la peur. Des femmes pleuraient. Agnès resta figée, persuadée qu'un bureau, quelque part, corrigerait l'erreur. Le voyage avala le temps. À l'arrivée, ce n'était pas un camp ordinaire, mais un centre de triage logistique, un nœud ferroviaire transformé en zone de quarantaine. Cours battus par le vent, chiens tenus en laisse, projecteurs, ordres courts, tout était fait pour casser sans désordre. Devant elle, des tables, des médecins, des secrétaires et leurs machines à écrire. Clac, clac, clac. Le bruit d'une vie cataloguée. Une femme devant Agnès fut rejetée d'un geste vague. Varices aux jambes, à gauche vers les camions, vers la fumée. Quand vint son tour, on lui ordonna de se déshabiller. Pas avec rage, avec impatience. Nue, grelottante, elle sentit le regard technique la réduire en chiffres. Un médecin pinça son menton, inspecta ses yeux, sa peau, puis posa une question absurde. Tenir un fil sans bouger. Agnès le saisit, retint sa respiration, immobilisa ses mains malgré le froid. 30 secondes. Le stylo rouge marqua sa fiche. On la fit passer à droite.
On les conduisit vers un bâtiment en briques rouges, à l'écart des baraquements de bois. Trop propre pour être rassurant. Des vitres intactes, des couloirs lavés à grande eau, et cette odeur particulière qui n'était ni celle de la mort, ni celle de la sueur, mais un mélange chimique d'alcool, de révélateurs photographiques et de métal chauffé. Agnès sentit immédiatement que ce lieu n'était pas fait pour détruire, mais pour utiliser. Une auxiliaire en uniforme gris les attendait. Son regard était dur, presque ennuyeux. Elle leur dit calmement qu'ici, elles n'étaient plus des femmes, elles étaient des composants. Si elles fonctionnaient, elles vivraient. Si elles tombaient en panne, elles seraient remplacées. Personne ne répondit. La voix avait quitté leur gorge. On leur donna des blouses épaisses, grises, boutonnées jusqu'au cou, des vêtements d'ouvrières qui ressemblaient à des linceuls pratiques. En l'enfilant, Agnès eut l'impression d'enterrer ce qu'il restait d'elle-même. Le bourdonnement mécanique venait du fond du couloir, constant, régulier, inhumain. Une porte s'ouvrit, une lumière blanche jaillit. Un nom fut appelé. Une jeune femme rousse se leva, tremblante, et disparut derrière la porte. Le bourdonnement continua. 1 heure passa, puis 2. Puis le silence tomba, brutal, comme une gifle. La porte se rouvrit. La femme rousse ne revint pas. L'auxiliaire apparut avec sa blouse pliée proprement dans les bras, comme un objet rendu à l'inventaire. Le nom d'Agnès fut appelé. Ses jambes la portèrent, malgré elle. De l'autre côté de la porte, il n'y avait pas de chambre de torture. Il y avait pire. Une salle de production. Des établis impeccables, des microscopes alignés, des instruments de précision et des femmes assises en rang, absorbées par leurs tâches au point d'en oublier de cligner des yeux. Elles ne levèrent pas la tête. Elles travaillaient. Le médecin lui montra une chaise vide, un microscope, un plateau de velours noir couvert de lentilles minuscules. « Assieds-toi. Aujourd'hui, nous allons voir si tes yeux sont aussi utiles que je le pense. » Agnès posa ses mains sur le métal froid. Elle comprit alors qu'elle n'était pas là pour mourir, elle était là pour devenir les yeux et les mains d'un monstre parfaitement rationnel. Et cette compréhension lui coupa le souffle, plus sûrement qu'un coup. L'atelier 4B fonctionnait 12 heures par jour, parfois plus, dans une lumière constante qui finissait par effacer la notion du temps. Agnès était le poste numéro 18, une chaise en métal, un établi verni, un microscope binoculaire et un plateau de velours noir. Sa tâche semblait simple, polir, assembler, vérifier. La précision devait être parfaite. Les lentilles qu'elle manipulait déviaient la lumière avec une exactitude chirurgicale. Très vite, elle comprit qu'elle n'était pas destinée à des appareils innocents. Ces pièces alimentaient les systèmes de visée du Reich. Chaque verre validé devenait une mort potentielle ailleurs. La faim serrait les ventres, mais la chaleur de l'atelier achetait l'obéissance. Le silence était obligatoire. Seules les questions techniques étaient tolérées. Un ingénieur civil passait derrière elle, lunettes rondes, odeur de tabac froid. Il ne criait jamais. Un double tapotement sur l'établi signifiait recommencer. Une note sur son carnet signifiait disparaître. Il n'y avait jamais de troisième chance. Un après-midi de novembre, la femme au poste voisin, Elżbieta, tremblait de fièvre. La sueur perla dangereusement près de l'optique. Agnès pria sans prière. L'ingénieur s'arrêta, observa, hocha la tête. Puis le corps d'Elżbieta lâcha. Un éternuement, des gouttelettes sur la lentille. Le temps se figea. L'ingénieur déclara calmement le composant défectueux. 2 gardes l'emmenèrent. Elżbieta ne cria pas. Elle s'excusa du regard. Agnès nettoya le poste, effaça la sueur, la peur, l'existence et termina l'assemblage. Les mains ne tremblèrent pas. Ce soir-là, elle comprit qu'elle perdait plus que la liberté. Elle perdait leur âme, polie grain après grain. Et pourtant, l'horreur n'avait pas atteint son sommet. Elle approchait,
méthodique, sous la forme d'une exigence nouvelle. Regarder, viser, prouver l'excellence. La machine allait demander davantage que des mains. Elle allait réclamer une loyauté active et un sacrifice sans retour. La nuit où l'atelier cessa d'être une usine pour devenir un théâtre de cruauté arriva sans annonce. Il était près de 2 heures du matin quand la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer l'air glacé et 2 officiers SS. Sur la table centrale, un étui de cuir fut posé, ouvert, révélant un fusil de précision. L'ingénieur ne cria pas. Il désigna Agnès. « Numéro 18, approche, apporte ton lot. » Ses mains obéirent avant que son esprit ne puisse fuir. On lui ordonna de monter l'optique. Elle le fit. Visser, ajuster, calibrer. Clic, clic. Le métal sonnait comme un compte à rebours. Puis on ouvrit la fenêtre donnant sur la cour. Les projecteurs découpaient la nuit. L'officier colla son œil à la lunette, grogna, exigea un réglage. Agnès dut regarder. À travers son œuvre parfaite, elle vit des femmes en haillons décharger des pierres, la vapeur de leur souffle, la peur sur leur visage. Le réticule se posa sur le dos voté d'une vieille prisonnière. Régler, c'était condamner. Refuser, c'était mourir et entraîner les autres. Une larme gela sur sa joue. Elle tourna la molette. Net. Parfait. L'officier reprit l'arme. Le coup partit. Le rire suivit. Bon travail! La fenêtre resta ouverte, la douille fuma sur le sol et la production reprit. Cette nuit-là, Agnès comprit qu'elle avait aidé à tuer. La culpabilité devint une seconde peau. Mais dans cette obscurité, une étincelle naquit. Le lendemain, en polissant une lentille, sa main glissa volontairement. Une micro-rayure, invisible à l'œil nu, suffisante pour dévier un tir en plein soleil. Quelques centimètres. La différence entre le cœur et l'épaule. C'était dérisoire et suicidaire. Personne ne vit rien. Pour la première fois depuis des mois, Agnès respira. Elle ne pouvait pas sauver le monde, mais elle pouvait peut-être faire rater un tir. Ils sont venus la chercher quelques semaines plus tard, à l'aube, quand la fatigue rend les corps dociles. Le prétexte était clinique, presque poli. Nouveau test, ajustement nécessaire. On lui retira la blouse grise pour une chemise d'hôpital rêche, ouverte dans le dos. Elle n'était plus la technicienne numéro 18, elle devenait le sujet. Le bloc médical sentait le sucre rend, le sang ancien et la peur animale. On l'attacha à une chaise aux sangles de cuir jusqu'à couper la circulation. Des écarteurs métalliques forcèrent ses paupières ouvertes. Le médecin, trop jeune, trop enthousiaste, expliqua avec la voix d'un professeur que l'obscurité devait être vaincue. Puis la pipette descendit. La première goutte brûla comme une braise posée sur la cornée. Ce n'était pas un liquide, c'était du feu. Le cri resta coincé derrière un bâillon de coton. Les heures se diluèrent dans une douleur blanche qui envahissait le crâne. On la jeta ensuite dans la chambre noire, capitonnée, hermétique à la lumière. Là, la drogue ouvrit autre chose que l'œil. Des hallucinations géométriques, des visages aimés, la femme abattue dans la cour qui souriait. Régulièrement, une porte s'ouvrait, un rai de lumière poignardait ses pupilles dilatées. « Lis !» ordonnait-on, projetant des lettres minuscules, et elle lisait. À chaque réussite, on notait. À chaque erreur, on augmentait la dose. Une compagne craqua, hurla au diable, on l'emmena. Le silence retomba. Les larmes d'Agnès devinrent des larmes de sang. Pourtant, elle continua, parce qu'être inutile signifiait mourir. Début 1944, les murs tremblèrent, les bombes approchaient. Les tests s'accélérèrent, plus brutaux. Le verdict tomba enfin, sec, photophobie sévère, décollement rétinien. Rebut. Baraque 9.
On la traîna dehors, la lumière du jour était une lame. Puis le ciel se déchira, sirène, explosion. Les gardes lâchèrent prise. Aplatie dans la boue, aveugle à moitié, Agnès comprit que le chaos n'était plus l'ennemi. Une main française saisit sa cheville. « Ne bouge pas, attends la fumée ». La fumée arriva, noire, épaisse. Dans cette nuit artificielle, ses yeux détruits trouvèrent leur élément. Elle vit une brèche dans le grillage tordu. Elle tira l'homme. « Suis-moi ». Elle guida, l'aveugle guidant le voyant, jusqu'à la forêt. Libre, détruite. La guerre des armes finissait, la sienne commençait. Elle se réveilla 3 semaines plus tard dans un hôpital militaire à Lyon, les yeux bandés, hurlant qu'on éteigne la lumière. On ferma les rideaux. On lui dit que la guerre était finie. C'était faux. Les médecins parlèrent de rétine brûlée, de visions condamnées à la pénombre, de douleurs aiguës déclenchées par le soleil. Agnès rentra à Rouen avec des lunettes noires et un corps intact qui ne ressemblait plus à une victoire. Sa mère ne la reconnut pas tout de suite. Elle épousa un homme patient, eut des enfants, cousit à la lumière faible d'une lampe, sourit sur des photos pendant que ses yeux pleuraient sans cesse, réflexe irréversible. Elle ne parla jamais. Comment dire qu'elle avait été utile au Reich? Comment avouer la complicité forcée, la honte collée à la peau? Elle laissa le monde célébrer des héros identifiables pendant qu'elle vivait comme une pièce détachée survivante. Les décennies passèrent, le silence se solidifia. Puis, au début des années 2000, quand il n'y avait plus rien à protéger, elle parla. Non pour être retenue, mais pour prévenir. Elle reconnut l'odeur du présent, la rationalité froide, le tri, l'utilité élevée au rang de vertu. Elle expliqua que l'horreur commence proprement, par des tableaux et des critères, par des ingénieurs convaincus d'optimiser le monde. Elle dit que réduire un humain à sa fonction ouvre la porte à tout. Elle parla pour que ses yeux détruits servent enfin à éclairer. À 80 ans, elle reprit son nom et rendit ce qui lui avait été volé, la vérité nue, sans consolation. Elle savait qu'on la croirait à moitié, qu'on demanderait des preuves. Elle accepta. Certaines réalités ne laissent que des cicatrices, et ces cicatrices, si on les écoute, suffisent. Le témoignage d'Agnès Bellavoine ne s'éteint pas quand l'écran devient noir. Il reste suspendu, lourd, comme une fumée qui refuse de se dissiper. Elle n'a jamais demandé pardon ni offert de rédemption facile parce que son histoire n'en contient pas. Elle a seulement posé un miroir devant notre présent. Elle a montré comment un système peut commencer par des tableaux, des critères, des mots neutres, et finir par brûler des yeux, broyer des âmes et fabriquer des complices malgré eux. Agnès n'était ni une héroïne, ni une résistante armée. Elle était une femme ordinaire que l'on a transformée en outil, puis en déchet, avant qu'un chaos plus grand n'ouvre une fissure. Sa survie n'a rien d'une victoire éclatante. Elle est une cicatrice qui marche, une douleur qui dure, une lumière trop vive pour être regardée longtemps. En parlant, elle a transmis une responsabilité. Car écouter n'est pas un geste passif. Entendre ce récit, c'est accepter de voir comment l'inhumain se cache derrière l'efficacité, comment la cruauté se déguise en procédure, comment l'utile peut devenir plus important que le vivant. Agnès a perdu une partie de sa vue, mais elle a gagné quelque chose que la machine n'avait pas prévu. La capacité de nommer l'horreur après coup. Elle a refusé que l'atelier 4B, les femmes effacées, les tests, les tirs d'essai et la honte survivent seulement comme des lignes perdues dans des archives incomplètes. Elle a parlé pour que personne ne puisse dire « nous ne savions pas ». Cette histoire ne demande pas des larmes, ni même de la pitié, elle exige de la vigilance. Elle exige que l'on se méfie des systèmes parfaits, des promesses d'ordre, des discours où l'humain devient une variable. Tant que ce témoignage est raconté, tant qu'il dérange, tant qu'il empêche le confort de l'oubli, Agnès Bellavoine continue de résister. Non pas contre un régime disparu, mais contre la tentation éternelle de mesurer la valeur d'une vie à son utilité. Et c'est pour cela que cette histoire, comme elle l'a voulu, ne doit pas mourir avec elle.